Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec celui qu'on appelle quelque part le tigre du Bengale de Bollywood. Je parle évidemment de Ker. Comment tu vas, mon cher Ker? On parle, j'ai pas précisé, on parle du tigre du Bengale albinos de Bollywood. Et comment tu vas? N'importe quoi. Bah, ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Vous aussi, on est là pour vous parler de l'actualité ciné, série. Mon cher Greg, est-ce que tu permets que je commence par le point pognon? Bah, à plusieurs reprises, j'avais dit non et à chaque fois, tu commences quand même par ça, donc vas-y. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude pour vous dire que donc le concert de Taylor Swift, The Eras Tour, est sorti aux États-Unis. Il y avait d'énormes estimations sur les recettes qu'allait engendrer le film sur son premier week-end. Le concert a fait un peu moins que prévu, mais il a quand même fait très fort. 92 millions de dollars pour son premier week-end aux US. C'est énorme pour le phénomène Taylor Swift. Alors si on regarde un petit peu par rapport à d'autres films, en 3 jours, Taylor Swift a donc fait mieux que The Meg 2, donc sur toute leur carrière. Hein. Là, je vais dire vraiment des films qui ont terminé leur carrière aux US. Donc ça, en 3 jours, ça a fait mieux que Meg 2, que Blue Beetle, que Shazam 2, par exemple. Et ça va très facilement faire mieux que Donjons et Dragons, que The Flash, que Scream, que les Tortues Ninja. Ça va faire mieux que Fast and Furious 10. Bah bref, et puis je pense qu'on peut monter beaucoup plus haut. Hein. Ça fera mieux qu'Indiana Jones, que Mission Impossible, que John Wick. Peut-être même que Ant-Man, sait-on jamais. Pour le concert de Taylor Swift, qui est... Alors nous, on passe un peu à côté. En tout cas, Greg et moi. Enfin, peut-être moi en tout cas, peut-être Greg moins. Mais le phénomène Taylor Swift, ça me passe un peu au-dessus. Mais aux US, c'est un truc de ma boule. Alors, j'avais lu ça. À tort, hein, ça te passe au-dessus, parce que c'est super intéressant et je vais en parler juste après. Non, mais le phénomène. Non, mais je parle de Taylor Swift en elle-même et je fais partie des fans. Je ne suis pas sa carrière, mais en tout cas, Tu fais de l'individu shaming. Ce qui est vrai, mon cher Greg, c'est que le succès fou de ce concert diffusé au cinéma a de quoi vraiment intriguer et bien évidemment, moi m'intéresse aussi forcément en tant qu'amoureux du box-office. Ça fait mieux hein, que par exemple c'était This Is It, le documentaire sur Michael Jackson qui avait été un énorme succès. Et d'ailleurs, dans la foulée des précommandes qui était phénoménal sur Taylor Swift, Beyoncé a annoncé également la sortie prochaine d'un de ses concerts au cinéma. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans? Je pense que l'industrie ne risque pas de passer à côté. Derrière Taylor Swift, c'est un peu la misère avec L'Exorciste, énième chapitre sans intérêt, qui a récolté 44 millions de dollars pour l'instant aux US. La Patte Patrouille est à un peu moins de 50 millions aussi. Sodis est à 40 millions. Sodis qui va sortir en version digitale, qui est peut-être même déjà sorti en version digitale au moment où vous regardez cette vidéo, donc sa carrière ciné va s'arrêter. Et sachez que Sodis est très largement devant le film The Creator de Gareth Edwards, qui est un des plus gros échecs box-office de l'année. On vous avait demandé dans la vidéo news de nous dire ce que vous pensez de ce qui sortait au cinéma ou en série, etc., de donner votre avis dans les commentaires. Vous avez été nombreux à nous parler de The Creator en disant que le film méritait d'être vu. Alors les critiques sont plutôt partagées, il y a du bon et il y en a qui ont trouvé le film moins bon. Mais en tout cas, un tel échec sur The Creator est très violent. Le film, donc 32 millions seulement aux États-Unis, 79 millions seulement à travers le monde pour l'instant, très loin de rembourser ce qu'il a coûté, tant en budget qu'en com. Donc gros échec, grosse claque, ça va en refroidir plusieurs. Et sais-tu qui est derrière The Creator? Qui est le distributeur de The Creator, mon cher Greg?
c'est Mickey, c'est Walt Disney. Donc c'est un nouvel échec indirect. Enfin, bon, c'est un film pas estampillé Disney à proprement parler, mais en surtout, tout cas, Disney est quand même distributeur du film. Il faut pas se On n'a réjouir. pas la patte de Disney, je veux dire. Il faut pas se réjouir de l'échec de The Creator. Je sais pas pourquoi j'allais dire The Weeknd. De The Creator, tout simplement parce que c'est un film qui est une nouvelle licence. Que ce soit Disney, Warner ou n'importe, et encore plus si c'est Disney, c'est un extrêmement bon signe qu'ils veulent mettre autant d'argent pour des nouveaux projets. Et malheureusement, c'est dommage qu'il n'ait pas trouvé son public. Il arrive dans un climat très particulier. Hein. On est toujours sur la problématique des puces de lit dans les cinémas du côté de Paris. Donc c'est vraiment dommage. Ça aurait été parfait que le film soit bon et que du coup les studios veuillent investir, parce que ça aurait été sans doute la promesse de plein d'autres films, nouvelles licences, nouvelles franchises, nouvelles tentatives. C'est dommage pour ce projet. Ouais, et ce qui est dingue, c'est qu'il s'est vraiment fait marcher dessus par le 10e saut et un énième film L'Exorciste. C'est assez dingue, je trouve. Et pourtant, les signes étaient plutôt positifs. Excellent retour sur les différentes bandes-annonces. Il y avait une certaine hype. Après, le sortir fin septembre, début octobre, c'est catastrophique. Enfin, tu sors pas un film ambitieux dans la période la plus creuse, quasiment la période c'est quasiment la période la plus creuse de l'année au ciné aux US, quoi. Donc et puis en plus, pas de bol, 2 semaines après il s'est mangé Taylor Swift. Alors là c'est le chaos technique. Voilà pour le. Alors avant puisque je parle de gros échecs, The Creator en France, c'est donc également un échec, mais ce qui est aussi un énorme échec, c'est Dogman, le nouveau Luc Besson, qui est sorti en France, qui a rassemblé 200 000 personnes seulement. Donc gros flop également pour le nouveau Woody Allen. Et est-ce qu'il y avait un homme qui était chauffeur de taxi et qui sauvait une femme dans je les sais banlieues? pas du tout. Je t'avoue, parce que je me suis pas du tout intéressé à Dogman. La machine à écrire des scénarios de Besson qu'il a inventé, d'un seul coup, ça marche pas. C'était peut-être son film indé que personne n'attendait. Ouais. Et moi, je vais vous parler d'un autre échec qui est monumental aussi, c'est l'échec d'Expendables 4, la dernière, le dernier film avec Stallone, Statham, il y a Tony Jaa, il y a, je sais pas dire son nom, Iko Uwais, le héros du film, des 2 films The Raid. Il y a 50 Cent, il y a Dolph Lundgren, il y a Randy Couture, il y a Andy Garcia et il y a Megan Fox. Le film se vautre, mais alors c'est incroyable. Et j'ai eu le malheur d'aller le voir. Et je tiens à dire que c'est vraiment avec ce genre de film qu'on va dégoûter, je pense, les gens d'aller au cinéma et de claquer 10, 12, 15 balles pour une place de ciné. Il y a des fonds verts, mon cher Greg, qui sont d'une laideur incroyable, mais vraiment incroyable. Ça fait passer la biche de The Walking Dead pour une œuvre d'art. Et là, vraiment, j'ai été sidéré. Alors, le scénario est complètement stupide. Megan Fox, ils lui ont fait un rôle, mais qui est incroyablement stéréotypé, vulgaire. Enfin, il y a plein de trucs dans ce film qui vont pas. Alors, les scènes de baston et tout, ok, cool, c'est du Expendables. Voilà, le film est bête comme ses pieds, ok. Mais au niveau des effets visuels, alors dans certaines scènes d'action, ça passe. Mais alors, il y a des moments, tu sais, où on voit Stallone en avion et derrière, il y a un fond vert. Mais franchement, c'est pas possible. Ça a été fait avec 50 balles, ce plan-là. Et alors, il y a un autre plan sur un bateau qui suit un autre bateau. Pour ceux qui ont eu le malheur d'aller voir le film, vous saurez de quoi je parle. Enfin, ce film est incroyable pour la qualité de ses effets visuels. Et il a récolté 30 millions de dollars seulement à travers le monde. Donc c'est un énorme bid. Énorme bid. Et il y a un 5 qui potentiellement pourrait arriver sans Stallone, parce qu'il y a eu des conflits entre Stallone et la prod.
Et il y a des noms de méga stars qui circulent pour essayer de relancer la franchise. Mais en fait, je pense que le 4, ça va littéralement mettre tous les clous dans le cercueil de la franchise. Hein, soyons honnêtes. Voilà, à toi, mon cher Greg. Eh bien, moi, je voudrais réagir un petit peu sur Taylor Swift. Donc, on rappelle, dans ta news, tu as insulté son concert, tu as insulté la personne. Pas du tout. et du coup, je trouve ça dommage d'en avoir fait une attaque personnelle entre toi et elle, un clash médiatique, certains diront. Et mais je trouve que c'est des techniques. Tu sais, je voulais raconter tout à l'heure une petite anecdote, mais il y a eu un concert de Taylor Swift à Seattle. Tout à l'heure. Et en fait, les sismologues ont relevé un tremblement de terre au moment du concert de Taylor Swift. Tellement il y avait de monde, tellement il y avait de gens qui tapaient et tout. Alors, ça n'est pas non plus un séisme qui a ravagé Seattle, mais il y a eu des petits tremblements, des petits frissons. Vas-y, à toi. Et pour toi, ça veut dire que c'est bien ou que c'est pas bien? Non, c'est juste une anecdote. T'as plus l'air d'aller jusqu'au bout de tes idées, là. Non, mais là, en fait, tu veux me monter contre les fans de Taylor Swift, et moi, ça, j'ai très peur. Ne fais pas ça. Ils sont pires. Attends, moi, je vais pas dire qu'ils sont. Imagine que tu aurais ils sont plus dangereux que les fans du Snyderverse. Sincèrement. Imagine la bataille des bâtards où tu es toi tout seul en train d'essayer de courir en zigzag pendant que les fans de Taylor Swift te tirent des flèches. Et au moment où tu arrives de l'autre côté, là, d'un seul coup, les cavaliers Picard arrivent pour te sauver. Je paierais pour aller au cinéma voir ce film. Bref, donc du coup, Taylor Swift, en fait, Car a essayé de la ridiculiser, mais Taylor Swift a fait quelque chose qui est potentiellement très important pour le monde du cinéma et des films que vous allez voir comme moi. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle voulait à tout prix, donc son équipe marketing et business, on est d'accord, mais je vais résumer pour dire Taylor Swift. Et donc Taylor Swift, en fait, voulait à tout prix que le film soit en salle pendant qu'elle était elle-même toujours dans sa série de tournées et de concerts. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée voir les différents grands studios à Hollywood pour essayer donc de discuter avec eux, pour qu'ils aillent discuter avec les différents cinémas et donc distributeurs pour bien que sa production soit au cinéma le plus vite possible. Et elle n'arrivait pas à trouver un accord en fait avec les différents studios pour plusieurs raisons. Ça prenait trop de temps, ils demandaient trop d'argent. Qu'est-ce qu'a fait Taylor Swift ? Donc Taylor Swift et son équipe marketing et business, on est toujours d'accord, eh bien, ils sont allés directement parler au cinéma. Et ils ont dit aux différents cinémas, voilà, nous on a ce projet Taylor Swift, est-ce que vous voulez diffuser ou pas ? Et voici comment on vous livre les copies, ça se passe comme ça, comme ci. Et ils ont fait un accord en court-circuitant totalement les studios habituels de cinéma. Du coup, les films, enfin les productions, la production de Taylor est arrivée du coup directement en salle et elle a donc gagné de l'argent. Ça a été diffusé plus vite et les cinémas du coup n'ont pas eu non plus à payer un pourcentage au studio sur les billets, mais uniquement celui du créateur. C'est quelque chose qui peut paraître assez logique, mais en fait, si c'est fait à petite échelle, avec certains films indépendants qui vont directement se vendre dans des petits cinémas de leur ville, c'est quelque chose qui n'existe pas dans cette taille, dans cette échelle. Ça veut dire... Alors, c'est possible pour plusieurs raisons. C'est possible parce que les cinémas se sont regroupés beaucoup sous des grandes bannières. Il y a beaucoup de cinémas aux États-Unis qui sont sous la franchise AMC. Donc, quand elle a négocié avec AMC, elle a d'un seul coup eu une diffusion qui était nationale. Et vous allez me dire, bon, tout ça c'est super, mais moi je suis pas trop Taylor Swift, je suis plutôt le Lofi. Donc qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, ça vous fait qu'en fait il y a tout de suite beaucoup de studios indépendants qui se sont dit, mais en fait, si j'ai plus besoin d'aller négocier avec les gros studios qui vont me prendre de l'argent et je peux aller directement parler au cinéma qui vont pas bien et qui eux aussi n'auront pas envie de donner un cut au gros cinéma, eh ben faisons ça. Et donc là tout de suite c'est lancé donc une quête des films indépendants pour aller parler directement au cinéma.
Il faut bien voir que directement, le patron d'AMC, parce qu'il doit à la fois ménager la chèvre et le chou, il peut pas se fâcher avec les gros studios, il va pas se fâcher avec Disney, qui lui apporte les grandes années 50% de ses entrées au cinéma. Mais en même temps, il peut pas dire non, alors ils vont très mal, les salles de cinéma peuvent pas dire non à des revenus directs. Donc, en gros, ils ont dit qu'ils en avaient parlé avec leurs partenaires pour Taylor Swift et puis que ça allait à tout le monde. Mais si ça prenait trop d'ampleur, c'est-à-dire que si les cinémas allaient commencer à discuter directement avec les créateurs de films et donc du coup couper une partie du business de ces très gros studios, ça pourrait commencer à poser des questions. J'ai l'impression que vu la taille d'un Disney, vu la taille d'un Warner, il serait très compliqué pour que vraiment l'industrie soit révolutionnée. Mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est une belle percée qui est faite pour que, du coup, vous faites un film, vous y croyez, vous allez le négocier directement avec les salles pour avoir un revenu supérieur. Un truc à rappeler, c'est que les studios ne font pas que prendre un cut pour discuter et négocier avec les différentes salles de cinéma dans un pays, enfin dans des pays. Ils s'occupent aussi également de la communication. Dans le cas de Taylor Swift, bon bah en vrai que Disney aille faire des pubs pour elle, je pense qu'elle s'en foutait puisqu'il suffisait qu'elle fasse des posts sur ses réseaux pour que ça motive ses troupes. Le truc c'est que on peut imaginer donc que des projets personnels, un grand acteur, un grand réalisateur puissent s'il a suffisamment de followers, d'avoir comme ça des films qui puissent percer directement. Moi, je trouve ça assez intéressant. Les cinémas vont pas bien du tout, hein, donc ils sont obligés de trouver des nouvelles manières. Mais je trouve ça toujours pas mal de dire qu'entre le créateur et nous, il y a le moins d'étapes. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que du coup, il y a le moins d'enjeux business. Parce que quand on dit un film a coûté 20 millions, mais il y a eu 20 millions de plus en communication, si on pouvait choisir, si la communication n'existait pas pour un film et que ça faisait 40 millions pour le film, je pense qu'on serait tous très contents. Mais la communication est vitale. Il faut que le public ait conscience que le film existe. Mais dans des cas très rares où justement ce public va être au courant parce qu'il est fan de l'acteur, fan de Taylor Swift, je trouve ça intéressant que cette solution existe aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Kirk ? Je te vois sauter sur ta chaise. Je sens que tu as des vannes acérées contre Taylor Swift à balancer. Mais pas du tout. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Vraiment, tout mon respect à Taylor. Voilà. Et sur Taylor Swift, le meilleur souvenir que j'ai, c'est la reprise d'une de ses chansons par Dwayne Johnson. Tu te rappelles ? Je crois que c'était toi qui me l'avais partagé d'ailleurs, cette vidéo. C'était dans une émission américaine. Shake It Off. Vous le retrouvez sur YouTube. Ouais, elle était vraiment très très bien. D'ailleurs, puisque je parle de Dwayne Johnson, une des grosses infos de ces derniers mois, c'est quand même que Dwayne Johnson vient de rentrer au musée Grévin. Voilà, si vous avez envie de toucher Dwayne Johnson, même en plastique, bah faites-vous plaisir. En cire. Du coup, voilà, ça veut dire qu'ils ont dû élargir les portes. Ouais. Et moi, je vais du coup enchaîner, mon cher Greg. Alors déjà, pour vous dire que si vous voulez plus de Cut and Click et que vous kiffez ce qu'on fait, ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche vers le haut. On le rappelle pas assez souvent, on devrait. Donc abonnez-vous. Vous vous sentirez mieux après, vous verrez. Et on salue également les tipeurs: Mathis Aurel, Romain R, Lado Del Sol, Gruger, Oudou, Golem Passif, Vilfrag, Noutupium, j'ai massacré ton prénom, Micronewton, Bat V7, Mourad Mouz, Steven, Samano, Com et Marquis et plein d'autres. Donc on vous remercie bien évidemment pour votre soutien. Si vous voulez être un tipé, n'hésitez pas à aller sur notre page Tipeee. Voilà. Aujourd'hui, mon cher Greg, soyons honnêtes, nous sommes le 17 octobre 2023. Sais-tu ce qui s'est passé le 17 octobre 2023 ? C'est le premier jour de la bataille entre le clan Kerr et le clan Swift. Alors... Oui, mais dans un film, il s'est passé quelque chose de très important. Il y a quelqu'un qui a dit Steve, you hear me? On your left.
et soudainement, les Avengers se sont revenus et une bataille s'est engagée contre Thanos et au bout de cette bataille, Tony Stark, il est mouru. Et c'est en effet le 17 octobre 2023, jour où nous enregistrons cette vidéo, que les Avengers se sont battus contre Thanos dans Avengers Endgame et que Tony Stark a mis un terme au contrat juteux de Robert Downey Jr. avec Marvel. Voilà, mais ça, c'est une autre timeline. Anecdote. Oui, bien dans la nôtre, du coup, il s'est pas je suis à peu près sûr que Robert Downey Johnson va reprendre un contrat Junior. Un de ces quatre avec Marvel. Dans notre timeline, c'est Robert Downey Jr. Peut-être qu'on n'est pas dans la même timeline en fait. Il y a un écran bleu qui nous sépare, on est peut-être juste dans des timelines différentes. Exactement, c'est le multiverse qui parle. Alors, puisque je parle de Marvel et de parler de gros succès Marvel, parlons de ce qui va un peu moins, avec une info qui a été balancée par le Hollywood Reporter, qui a annoncé plein de choses sur les séries à venir. Alors, on a une vidéo qui sort prochainement sur Marvel et vous verrez sur la possibilité d'un soft reboot du MCU, mais ça, nous en parlerons plus tard. Abonnez-vous. Bref, ce qu'a dit Hollywood Reporter, c'est que du côté de Marvel, c'est pas la fête au niveau des séries. Et voyant que les dernières séries globalement se sont vautrées tant dans le cœur du public que en termes d'audience, il était peut-être temps de revoir un peu la recette et de pourquoi pas faire comme la série Marvel qui plaît le plus, en l'occurrence Loki, et de faire donc des séries en plusieurs saisons et pas uniquement des micro-séries de 6, 8 épisodes et puis ensuite on n'en parle plus et on met les personnages dans des films. Alors il y a déjà une peur panique autour du film The Marvels puisque la série Miss Marvel s'est vautrée. Donc là forcément entre le fait que la série Miss Marvel n'a pas marché, la grande différence entre She-Hulk et Loki, elle n'est pas sur le fait que She-Hulk n'a pas 2 saisons, elle est sur le fait qu'il y a une série qui est nulle et l'autre qui est bien. Oui, mais ça, parce que je me rends pas compte du business de tout ça. Oui, non, mais bien évidemment. Non, mais puis de toute façon, She-Hulk peut avoir une saison 2. Donc en fait, je trouve que le discours là est un peu tronqué. Mais on a bien vu avec She-Hulk, avec Miss Marvel et avec WandaVision qui servait aussi à introduire le Doctor Strange 2, que ces séries-là sont des séries qui visent à introduire des nouveaux personnages. On le voit dans Hawkeye, etc., etc. Donc, par exemple, là, je disais, donc, The Marvels, ils sont paniqués parce que, d'un côté, on a Captain Marvel, qui est connu du grand public, mais à côté, ceux qui n'ont pas vu WandaVision, Spectrum, ils savent pas du tout qui c'est. Et Miss Marvel a pas... je suis en train de m'emmêler. Alors, Captain Marvel, donc tout le monde connaît, mais Miss Marvel, bien évidemment, avec la série, c'est moins le cas. Donc là, il y a ça. Autre info qui a été balancée par Hollywood Reporter, c'est que Daredevil Born Again, qui est donc la nouvelle version de Daredevil avec le casting des séries Netflix, mais fait par Disney, en fait, le tournage était particulièrement bien avancé avant qu'il y ait la grève des acteurs et des scénaristes. Et la prod s'est arrêtée du coup avec la grève. Et là, en fait, Disney a décidé de tout recommencer à zéro. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas du tout satisfait de la direction que prenait la saison. Alors c'était une saison de 18 épisodes, beaucoup plus. Là, logiquement, il devrait y en avoir un peu moins. Ça devrait être construit de manière à ce qu'il y ait plusieurs saisons de Daredevil. Et un des éléments qui fait que, d'après Hollywood Reporter, Disney est ragé un petit peu, c'est que la série, par exemple, mettait Matt Murdock en costume seulement à partir de l'épisode 4. Et donc, il y a une longue introduction, on a beaucoup de passages judiciaires autour de l'avocat Matt Murdock, avant qu'on arrive vraiment sur du Daredevil. Et surtout, on était apparemment très, 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 très loin du ton des séries Netflix. Ils se sont dit qu'ils allaient perdre tous les fans de la série Daredevil de Netflix. C'est sûr que si on retrouve le Matt Murdock de She-Hulk, au secours. Mais vraiment au secours. Donc Daredevil Born Again, c'est un reboot. Et autre truc intéressant, c'est des infos que Hollywood Reporter balance sur Secret Invasion, le dernier gros flop de Marvel. Il faut suivre, il y en a beaucoup de flops du côté de Marvel ces derniers temps. Et là, du côté donc de Secret Invasion, il y a pas mal de choses qui ont été révélées.
il y a un scénariste, Kyle Bradstreet, qui était donc qui a bossé sur Mr. Robot, qui était chargé donc de travailler sur le scénario de Secret Invasion. Il a bossé plus d'1 an sur la série. Ça, la qualité, on ne sait pas. Toujours est-il que Disney l'a viré. Est-ce voulant prendre d'autres directions, ils ont nommé plusieurs personnes pour le remplacer, dont un certain Thomas Bezucha, qui va avoir un rôle important par la suite sur la série. Et donc il y a tout un pool de scénaristes qui est là. Et en fait, s'il s'avère, mon cher Greg, que dans la prod, dans les scénaristes, dans les producteurs et dans d'autres services techniques, dans la pré-production, eh ben, ça va s'entretuer. Il va y avoir dispute sur dispute, des retards à n'en plus finir, des départs aussi nombreux, au point où en fait la série a été menacée et que Marvel a dû reprendre les choses en main parce que en fait les acteurs, comme par exemple Samuel L. Jackson, comme Emilia Clarke, etc., allaient devoir, et Olivia Colman surtout, allaient devoir quitter potentiellement la série parce que les retards faisaient que ça ne coïncidait plus avec leur planning de tournage. Du coup, Marvel est arrivé, a mis un mec qui s'appelle Jonathan Schwartz aux commandes de la série pour essayer de sauver Secret Invasion. Et voilà. Et par exemple, le mec, donc je citais, qui s'appelle Bezucha, et ben il devait réaliser 3 épisodes de Secret Invasion. Et en fait, non. Il s'est fait tège. Et il y a un autre personnage majeur chez Marvel qui s'appelle Chris Gary, qui lui va perdre son poste à la fin de son contrat, en fait, suite au fiasco Secret Invasion. Voilà, mon cher Greg. C'est étonnant qu'ils aient réussi, malgré tout ça, à faire malgré tout ce chaos dans la pré-production, qu'ils aient réussi à faire une série aussi qualitative. Tu n'es pas d'accord avec moi? Visiblement, le fait que d'avoir eu... Je te fais une vanne aussi violente pendant que tu manges, mais j'ai failli t'étouffer en live. Oh non. Tout à fait. Je m'en voulais. Je m'en veux encore. Et je me suis dit, mais décidément, le fait d'avoir vécu ce clash pendant de longues minutes avec les fans de Taylor Swift a fait que maintenant, tu as peur d'affronter les fans de Secret Invasion. Mais j'ai envie de dire, pas de souci. Ils sont sans doute très très peu, puisque cette série était vraiment pourrie. Et du coup, ça me fait une transition à quelque chose. C'est que Disney a annoncé une adaptation en série de quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la série animée Gargoyles. Est-ce que tu te souviens de ça? Non? Je te vois dans le doute. Alors, pas du tout. Je ne me souviens pas de Par contre, si les fans de Taylor Swift connaissent et aiment bien, j'aime aussi Gargoyles. Je tiens à le souligner. Tu peux chercher sur une photo si tu veux. C'est une série des années 90 qui passait... Gargoyles, ouais. Avec James Wan sur le projet. Voilà, donc ça c'est la news. Donc en fait, la série Gargoyles, qui était une série d'animation dans les années 90, qui était diffusée sur TF1 le samedi, pour ceux de l'époque, qui est une série que... Dans le Club Dorothée ? Non, pas du tout. Et donc c'est une série que j'affectionnais vraiment tout particulièrement. Et ça fait 25 ans qu'elle n'avait pas eu d'informations, de quoi que ce soit. La musique est hyper stylée. Il y a vraiment une ambiance gothique dans le... C'est vraiment de l'animation qui était très réussie. Et du coup, Gargoyles a une adaptation par James Wan, comme vous l'a dit Kai il y a quelques instants, qui était notamment sur The Conjuring et Saw. Et on n'a pas de date, mais c'est sûr que là, vu ce qui est arrivé sur Disney+, je suis un peu dans le doute, mais je suis et puis surtout ça va être 90% du temps, les personnages principaux sont des gargouilles, donc ils vont être en CGI. Donc c'est une série, si elle est faite avec 3-4 centimes, ça va être très compliqué. Donc j'ai très peur de cette série, mais en même temps, je pense que déjà le générique va mettre tout le monde d'accord. Musique de l'époque du générique. Donc voilà, ce genre de truc où vous dites... je voulais revoir des nouveaux trucs dessus, mais est-ce que j'ai vraiment envie de les voir de cette manière-là ? On va voir.
À vrai dire, on a Et eu quand j'ai demandé si c'était dans le club Dorothée, j'ai senti un peu de mépris dans ta. Tu n'aimais pas le Dorothée? non, Parce que c'est un peu la Taylor Swift française. sans doute, sans doute, sans doute. Mais non, c'est parce que j'ai eu un instant d'hésitation et je pense que c'était pas le cas. Ok, très bien. Merci, merci. Et moi, je vais rester sur Disney. Et cette fois, ne fais pas encore des choses très positives, puisqu'il y a l'acteur Warwick Davis qui joue Willow, qui a poussé un coup de gueule. Il a dit que de nombreux fans de Willow venaient le voir pour se plaindre du fait que la série avait disparu de Disney+, et qu'ils ne savaient pas quoi leur dire. Et alors c'est vrai, donc on revient sur le fait que Disney+ a retiré beaucoup de contenu original de sa plateforme pour des raisons pour ne pas payer notamment des taxes. Et dans le lot, il y a la saison 1 de Willow. Et donc on comprend que Warwick Davis, en tant qu'acteur principal de la série, puisse pousser un coup de gueule dessus. C'est vrai que bon, on en a déjà parlé, on a même fait une vidéo dessus, mais pas que sur Willow, hein, mais sur le fait qu'il y ait du contenu original qui saute. Mais c'est encore la cruauté de faire disparaître des œuvres, qu'on les aime ou qu'on les aime pas d'ailleurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais elles disparaissent complètement de toute diffusion légale. Voilà. L'écho. Et puisque on est dans Disney, mon cher Greg, j'ai un truc à te dire sur Ahsoka. On a une vidéo qui est sortie sur Ahsoka sur la chaîne, qui est notre avis sur la saison 1 et sur le final, et notamment avec un invité, un expert de Star Wars, qu'on vous laisse découvrir dans notre vidéo Star Wars. Et mon cher Greg, sais-tu en quelle position se situe Ahsoka? Alors, je reformule. Sais-tu dans quelle position se situe le final d'Ahsoka dans le classement des derniers épisodes de saison les mieux notés des séries Star Wars, en sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En sachant qu'il y en a 7. On parle de position sexuelle ou c'est vraiment un classement? Non, vraiment du classement de 1 à 7. Ah, ok, excuse-moi. Alors, je te dis les 7, histoire qu'on oublie ta blague. C'est Mando 1, Mando 2, Mando 3, Andorre, Là, vraiment, faut Kenobi, dire Boba que Fett, si quelqu'un Ahsoka. vient te voir en disant je voudrais faire des trucs à Friand-Lan et je voudrais Mando 1, Mando 2, Mando 3, t'es gêné. Moi, je dirais, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas ce que c'est. Enfin, oui, donc du On coup, se fait un petit Kenobi ce soir? Non, Andorre. Oh, elle est bonne! celle-là, elle est bonne. Franchement, Elle est bonne! alors je me suis dit, quand j'ai vu l'œil de l'intro, je me suis dit, cette soirée, on va morfler. Là, elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Et du coup, j'ai envie de dire, est-ce que c'est 7 sur, c'est la 7e? Mais Obi-Wan était vraiment décevant, quoi. Après, il y avait le grand combat à la fin, donc 6e ou 7e, je pense. Alors, pour ceux qui n'ont pas complètement compris, 6e ou 7e, tu as la bonne réponse, c'est l'un des deux. C'est donc le classement des épisodes finaux des séries Star Wars, noté sur IMDb, mais juste l'épisode final. Hein. Le meilleur épisode final Star Wars, le mieux noté, c'est bien évidemment le dernier épisode de la saison de Mando. Ensuite, on a le dernier épisode qui a 9,8 sur 10 quand même. Hein. C'est assez vénère. Ensuite, on a l'épisode final de la première saison de Mando, à 9,2. À 9,1, moi j'aurais mis un peu plus haut, mais à 9,1, on a le dernier épisode de Andorre. À 8,4, le dernier épisode d'Obi-Wan. À 8,4 aussi, le dernier épisode de Mando saison 3. Et à la 6e place, avec seulement 8, Ahsoka. Et en fait, il n'y a que Boba Fett qui fait moins bien. En sachant que je trouve que sur IMDb, alors là, pour le coup, je pense que c'est vraiment les fans qui votent à la suite. Enfin, pas forcément le premier épisode, mais les épisodes suivants. Parce que le nombre de votants s'écroule incroyablement. C'est les fans, tu vois. Donc les notes sont très élevées, alors que sur d'autres sites plus généralistes, Ahsoka a des moins bonnes notes. Donc tu vois, sur IMDb, dans le monde Star Wars série de Disney+, Ahsoka, c'est pas du lourd. Hein. Voilà. C'était long.
pour un truc qui devait être vraiment un pur clin d'œil. Vas-y, mon cher Greg, à toi. Alors, du coup, moi, une petite news qui m'a plu. Une petite news qui m'a plu, j'espère qu'elle vous plaira. C'est THR qui fait passer cette news. Il va y avoir une série, Top Gun, une série de documentaires, pour être précis. Et en fait, c'est Nat Geo, donc National Geographic, qui a eu les accès, visiblement, donc dans leur communiqué de presse, ils s'en vantent très largement qu'ils ont eu des accès comme il y avait rarement eu dans une classe de l'Académie Top Gun, donc c'est les meilleurs pilotes américains, et ces pilotes, j'allais dire conduite, et ces pilotes des F-35C qui seraient, donc pour les fans d'aviation, des avions incroyables, les derniers les derniers avions de chasse, tout dernier cri. Et donc le truc, c'est que une série comme on a pu avoir, tu vois, sur Netflix avec sur la F1, sur le basket, et là sur l'Académie Top Gun, je trouve que ça peut envoyer vraiment du lourd. Il n'y a aucune date, c'est sans doute l'année prochaine. Moi, je trouve ça hyper enthousiasmant. T'en penses quoi, Car ? J'en pense que le projet est risqué et qu'il va pas se cracher, quoi. Puisque tu parles, mon cher Greg, de documentaires, notamment de basket, moi je vais pousser un coup de gueule pour évoquer une news qui est tombée il y a un petit moment, mais que j'avais malheureusement oublié de couvrir dans les news. C'est l'annulation par HBO de la série Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, qui est une série donc en 2 saisons malheureusement seulement, sur l'émergence donc de Magic Johnson. Alors là à l'écran c'était Larry Bird, son rival, mais donc de Magic Johnson et des Lakers. Avec Kurt Rambis, avec Karim Abdul-Jabbar, avec Norm Nixon, etc. Et donc cette série est annulée alors la violence de l'annulation, c'est HBO qui fait la pub de ouf sur le dernier épisode de la saison 2 et qui, quelques heures après, annonce son annulation. Il y avait un casting quand même 5 étoiles dans cette série. On avait John C. Reilly, il y avait Quincy Isaiah qui jouait Magic Johnson, Jason Clarke jouait Jerry West. Petite anecdote, Jerry West, c'est celui dont la silhouette et le logo de la NBA. On avait également au casting Adrien Brody qui jouait Pat Riley, Jason Segel qui jouait Paul Westhead. Enfin voilà, Michael Chiklis jouait Red Air. Jamais su le dire son nom à lui là. Red Auerbach. Et dans la deuxième saison, on avait un acteur, donc Sean Patrick Small, qui jouait Larry Bird, donc le grand rival de Magic. Les deux ont été draftés la même année. Magic a remporté le titre et le titre de MVP en remportant donc ce titre avec les Lakers dans un dernier match où Magic Johnson, meneur et plus grand meneur de toute l'histoire du basket, et c'est un fan de Stephen Curry qui le dit, Magic Johnson a joué pivot sur le dernier match, et Larry Bird cette année-là a remporté lui le titre de meilleur rookie de la saison. Et la série très prometteuse. Alors si vous aimez le basket, c'était du caviar. Elle a été annulée, je trouve, de manière assez. Là, ça m'a vraiment gavé. Et je suis pas le seul. Donc voilà. C'est parce que tu penses que c'est dommage parce que tu vois, ils auraient pu aller GOAT. beaucoup plus loin. Un truc juste pour te dire qu'ils avaient prévu d'aller beaucoup plus loin et ils avaient prévu notamment d'aller au niveau de la fin de carrière de Magic Johnson, notamment lié à sa séropositivité et bien évidemment les JO de Barcelone en 92. Et j'ai entendu que tu avais fait une blague sur le GOAT. Vas-y, fais-la jusqu'au bout. Non mais je dis t'es très touché parce que t'as toujours considéré que Magic était le GOAT. C'est un des GOAT. Le vrai GOAT s'appelle Michael Jordan, mais Magic Johnson, bien évidemment, sa carrière impose le respect. En plus, dans cette série, il y a Karim Abdul-Jabbar qui est un monument du basket, et il y a aussi Larry Bird. Et moi, je vous conseille un livre qu'ont écrit ensemble Magic Johnson et Larry Bird où ils expliquent leur rivalité. Ce livre est génial et
chercher des anecdotes sur Larry Bird. Je trouve que Larry Bird était un phénomène. Vraiment, si on avait... Moi, je rêverais qu'on ait Larry Bird aujourd'hui en NBA, quoi. Mais bon, on l'a pas, donc... Mais on a il ce est qu'il a un peu laissé, vieux, je pense que l'héritage. ce serait pas ouf quand même. De quoi? Il est un peu vieux, ce serait pas ouf. Non, mais... Oui, non, mais... On est d'accord tout à fait. Il y a une autre série qui a été annulée, et, il faut bien le dire, Apple TV+, est la plateforme qui annule le moins et de très loin, mais par contre, ça leur arrive d'annuler. Ils avaient annulé la série de Charlie Hunnam, qui était la première annulation d'Apple TV+. Ils en annulent une deuxième, c'est The After Party, qui était une série où en fait il y avait toute une enquête autour d'une soirée qui se passait mal avec un casting souvent très réussi. La première saison était franchement un très bon moment. La deuxième saison, moi, je l'attendais un peu avant de la regarder. La série est annulée. Alors globalement, c'est pas dramatique puisque contrairement à Winning Time où forcément on aurait voulu connaître la suite. Là, c'est plutôt une série anthologique, j'ai envie de dire, même s'il y a certains personnages qui reviennent, les deux héros notamment, enfin les trois même. Mais il y a un renouvellement du casting énorme entre les deux saisons. Donc que la série s'arrête, je pense que la recette pouvait commencer à s'essouffler assez vite. Donc The After Party, c'est fini. Et j'en fais une petite dernière pour la route, mon cher Greg, pour vous dire que du côté de Disney, on travaille sur un retour de Encanto. Alors pour l'instant, on ne donne pas le comment. Alors, est-ce que ça va être une série animée pour Disney+? Est-ce que ça va être une suite au film? Est-ce que ça va être autre chose? On verra. Mais Encanto, une suite, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver. Moi, j'avais adoré Encanto, toi aussi, mon cher Greg. Donc moi, je suis content de retrouver la famille Madrigal. Toi aussi ou bof? J'étais parti vraiment quelques instants dans un autre pays et je me suis dit que je reviendrais de vacances le temps que tu termines de parler de la série Magic. Et pour Encanto, du coup, je l'ai entendu en posant mes valises devant la porte. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Encanto. J'étais très surpris, c'est un des Disney que j'ai préféré de ces dernières années. Donc, du coup, pourquoi pas? Mais en fait, Encanto, je trouve que sa force, c'est la surprise de l'émotion de la fin. Et du coup, je suis pas sûr de savoir ce que ça peut faire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, mon cher Pierre, la news, c'est que, comme on l'avait commencé à le dire la semaine dernière, les discussions entre le SAG-AFTRA et les grands studios est en train de nouveau être mis en pause. Ce qui est assez marrant, c'est que d'un côté, on a le patron de Paramount qui se félicite du fait qu'il faut être optimiste et qu'ils vont trouver une solution. De l'autre côté, du côté de la SAG-AFTRA, ils accusent les studios d'avoir des techniques qu'ils appellent des techniques de bully et donc pensent devoir rompre les discussions, ou en tout cas les suspendre. Du coup la grève elle va pas s'arrêter tout de suite, ou en tout cas les productions qui sont un peu reportées risquent encore une fois d'avoir un peu plus de report et visiblement c'est parce qu'encore une fois ils pensent que la distance entre les points de vue de chacun est trop grande. Ce qui, après autant de mois, est surprenant que les gens n'aient pas compris les points. Et j'écoutais ces derniers temps des humoristes, des personnes qui sont dans des... par exemple, les auteurs de Saturday Night Live, et ils expliquaient qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'au début, les discussions étaient quasiment toutes orientées autour de l'argent quand ils étaient sur les piquets de grève. Et là maintenant, les discussions autour de l'IA sont en train de devenir de plus en plus principales. Et en même temps, ils sont en train de voir, donc il y a des IA qui sont en train de travailler pour pouvoir générer des vannes. Et qu'il y a certaines blagues qui sont pas ouf d'après eux, mais qui peuvent être assez solides. Et c'est déjà c'est étonnant, je ne pensais pas qu'il y avait des IA sur l'humour. Du coup, je commence à me demander si le fait que les vannes de Kerr sont mieux ces derniers temps, est-ce qu'ils se payent pas un petit service
d'IA à la demande. Mais d'une manière générale, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas l'air d'être parti pour s'arrêter. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, j'entendais des analystes business sur Hollywood qui disaient que la dernière fois qu'il y avait une grève, en fait, le public avait mis une pression énorme pour que les séries, Lost, etc., que les séries reprennent et que du coup, donc, les studios avaient lâché du mou parce qu'ils n'avaient rien. Là, la donne est très différente puisque, bon, il y a la grève, mais vous, comme moi, on n'a pas arrêté de regarder des trucs. Quelle est l'énorme différence? L'énorme différence est que maintenant, sur les sites de streaming, eh bien, les gens peuvent regarder des trucs de toutes les époques. Et je vois par-ci, par-là, de plus en plus de conseils pour regarder ce film avec tels acteurs qui étaient un des meilleurs films de leur carrière, qui était il y a 4-5 ans, qui était passé inaperçu. Si on regarde du coup sur le classement Nielsen, il y a beaucoup de séries qui sont du stock. Si on regarde sur les séries, sur le top des toutes séries confondues, il y a une série comme Suits, Grey's Anatomy, il y a des choses qui certes font des vues sur les derniers épisodes, mais sont aussi gros parce que c'est sur tout le catalogue des gens qui commencent Grey's Anatomy, épisode 1, la semaine dernière. C'est NCIS, pour reprendre un autre exemple. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, ce qu'ils disent, c'est que les studios certes, ont envie de générer des nouveaux bénéfices sur des nouveaux films qui sortent en salle, des nouvelles séries qui produisent et qui vendent aux chaînes de télé et aux streamers, mais qu'en même temps, le public, nous, que la grève, elle dure, c'est pas si grave. C'est pas si grave qu'on ait encore peut-être 2 mois sans nouveauté, puisque on a un bas de catalogue de tout ce qu'on doit regarder qui est énorme. Je vais parler de mon petit exemple. Le fait qu'il y ait moins de nouveautés en ce moment, je me suis mis à regarder du coup Cyberpunk Edge Runner sur Netflix, qui tout le monde m'avait dit c'est super bien et tout. Je vous confirme, c'est une pépite. Et du coup, ça fait complètement ma nouvelle série d'anime du mois. C'est exceptionnel. En plus, comme c'est déjà passé, j'ai la chance de pouvoir regarder tout en même temps, tout d'un coup, et de le binge-watcher si j'en ai envie. Et, ça va te donner envie de jouer au jeu. Ouais, sans doute. Alors, j'ai trop de trucs à faire, malheureusement, pour avoir le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est étonnant et qui, du coup, ne pousse à une résolution pour personne. Parce que nous, bon, ok, on vient d'en parler. Moi, j'ai pas la pression de ouf de regarder quelque chose, mais les studios, va bien falloir qu'ils rentrent de l'argent à un moment, et les scénaristes, ils sont, on l'avait dit, hein, l'État de Californie a décrété qu'ils pouvaient avoir du coup des aides, il y a de la donation de nourriture et tout, parce que certains scénaristes, on ne parle pas des millionnaires, on parle de ceux qui survivent, eh bien, n'ont plus de quoi manger. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de ce statu quo qui a l'air de s'installer dans la durée? Alors, ce qui est, t'as fait une remarque très intéressante, je vais revenir dessus après. Il y a un truc qui a été dit cette semaine par le syndicat, c'est que les studios refusaient catégoriquement de discuter sur 2 points, les salaires et l'IA. Donc c'est littéralement les 2 points les plus importants. Et quand tu dis que par rapport à la précédente grève, tout est différent parce qu'on a un catalogue massif à disposition avec Netflix, Disney+, Prime et compagnie. C'est tout à fait vrai. Je n'y avais pas pensé. Et c'est vrai qu'à l'époque, les chaînes de télé, donc ABC, CBS, NBC et la Fox, donc les 4 géants de la télé US, diffusaient des rediffs, mais le public américain déteste ça. Et les audiences de rediff ne marchent jamais vraiment. Donc c'était un impératif pour eux, parce que les soirs séries, c'est inamovible, quoi, à part pour du foot US ou du baseball, ou une télé-réalité de temps en temps, mais sinon c'est série, série, série. Et là, il y a plus, pour nous en tout cas, ce besoin-là, tu as raison. Par contre, je me pose une question de... Bah oui, mais pour les chaînes de télé américaines, ils en ont toujours besoin. Donc je pense que si ça dérange pas trop Disney, ça dérange pas trop Netflix, etc., d'un point de vue plateforme, parce qu'en effet, ils nous rassasient de programmes qui ont certains plusieurs années. Pour les chaînes de télé, ils ont quand même besoin de séries et de nouveaux contenus et de contenus récents. Et je pense que du côté de Netflix, qui est habitué à nous fournir quand même
beaucoup de séries et de sorties hebdo. Si la grève dure trop longtemps, ça va vite devenir un problème. Eh bien, peut-être Et pas. un truc, Pour une raison simple, c'est que on en avait parlé il y a quelques temps. Netflix est en train d'annoncer que quasiment 50% de leurs contenus ne sont pas produits aux États-Unis. Et les autres pays ne sont pas en grève. Et donc, ça veut dire qu'il y a une série sur deux qui apparaît sur Netflix, qui est retardée, et une série sur deux qui arrive au moment où c'était prévu. Du coup, d'où le fait qu'on voit un peu plus que d'habitude des séries de Corée du Sud, des séries d'Europe, etc. etc. Mais du coup, ça peut durer très longtemps, cette affaire. Là, par exemple, tu as raison sur les productions étrangères. Là, par exemple, il y a un film coréen qui marche très fort sur Netflix qui est Ballerina. Il y a un film d'horreur suédois qui vient d'arriver, que j'avais jamais entendu parler, qui cartonne aussi sur Netflix en France. Et puis t'as Lupin. Lupin est une série française. La partie 3 marche plutôt bien visiblement. Donc voilà, c'est en effet il y a du contenu européen et asiatique, voire même d'Amérique du Sud et puis anglais. Hein. Rappelons que les Anglais ne sont pas concernés par la grève des acteurs qui touche vraiment les acteurs américains. Voilà mon cher. Tu veux enchaîner, cher Kerr? Tu veux le redire? Tu veux enchaîner, cher Kerr? Ah oui, mais j'ai entendu chérie, c'est bon ça. Peut-être un jour, mais pour l'instant, mon cœur est déjà pris. Hein, tu sais, avec ma femme, ça marche bien. J'enchaîne, mon cher Greg, avec une autre news, une news qui va vous étonner, qui concerne The Walking Dead. Il y a la série actuellement Daryl Dixon, et à la base, la série Daryl Dixon devait associer deux personnages, et pas uniquement Daryl. C'était Daryl et Carol. Sauf que l'actrice Melissa McBride s'était retirée du projet. Alors au départ, on nous avait dit que elle était en conflit, notamment avec Norman Reedus, etc. C'était pas ça. C'était pour des raisons de planning et surtout de localisation de tournage qui lui convenait pas. Et figurez-vous qu'il y a un truc de dingue. C'est que dans la saison 2 de la série Daryl Dixon, il y a donc Carol qui revient. Et elle sera tellement présente que la saison 2 Daryl Dixon s'appelle, écoutez bien, The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Voilà. Ça ne s'invente pas. C'est donc un spin-off sur Carol dans le spin-off sur Daryl qui est donc un spin-off de The Walking Dead. C'est phénoménal. Autre phénomène, puisque tu parlais de vieilles séries qui cartonnent sur les plateformes, alors ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais juste un mot pour vous parler de Suits. Suits est un immense carton aux États-Unis, on en reparlera plus tard, et en fait Suits est tellement un immense carton aux US que ça donne des idées, et que du côté de chez NBC Universal, on a demandé au créateur de la série Aaron Korsh de travailler sur une nouvelle série Suits. Mais alors attention, elle est originale cette série. Et ils font dans l'originalité un peu comme The Walking Dead. C'est une série, donc Suits, mais avec aucun personnage de Suits et pas dans les mêmes lieux. Mais par contre, ils nous garantissent que ça va être dans l'univers de Suits. Ok. Un peu, alors c'est présenté dans la presse US, un peu à la manière des experts Miami. Donc on verra ce que ça va donner. Bon, je suis sceptique. Et puis je fais une dernière news, si tu le permets, mon cher Greg, pour parler, tu sais, de fameuses IA et de numérisation d'acteurs sans leur consentement, et un nouvel épisode de ces tristes affaires. C'est sur le tournage de Gladiator 2. C'est Times of Malta qui a révélé l'info. C'est là où est tourné le Gladiator 2 avec Ridley Scott. En fait, des figurants sur le plateau ont été numérisés numériquement sans avoir donné réellement leur consentement, en tout cas sans avoir eu des explications concrètes de ce qui se passait. Mais et crois, il y a notamment plusieurs figurants qui ont expliqué qu'ils avaient eu un bon gros coup de pression et qu'ils n'avaient pas eu le temps de bien comprendre ce qu'on leur expliquait et qu'ils n'avaient pas eu le temps de poser des questions. Et donc en fait, du coup, on les a scannés et puis au revoir les gars, vous nous appartenez ad vitam aeternam sur le tournage donc de Gladiator 2.
Mais du coup, Bon, en même temps, c'est des du coup, Romains, juste- donc les Romains ils ont disparu est-ce que depuis t'y longtemps, crois on s'en fiche un peu. Parce que ça De voudrait quoi dire, est-ce que tu y crois? Ça veut dire t'es figurant. Tu viens, on t'a dit, t'es dans le fond, on te donne une hache, tu t'habilles en viking et tu cries quand on dit action. Et donc tu viens et tout, tu caches ton téléphone en dessous pour envoyer des SMS parce que tu t'ennuies pendant le tournage. Et là, il y a quelqu'un qui dit, bon alors viens sur la machine. Et là, tu viens sur une machine, ils te mettent les bras en l'air, ils te font tourner dans tous les sens pendant que quelqu'un prend des photos de ton corps. Ils te disent fais un sourire. Enfin, c'est pas anodin en fait de se faire scanner. C'est pas. Alors, c'est pas anodin, mais ce qu'ils expliquent, c'est que les mots du témoignage, c'est notamment, on a eu C'était dur. l'impression qu'on ne pouvait pas dire non. On nous a présenté la chose de manière fort précipitée. On a eu peu de temps pour réfléchir et absolument pas de temps pour poser des questions. Donc, si ça a été fait à la va-vite, si on te dit bon bah si t'es pas content, tu dégages, t'as perdu ta journée et t'as 10 secondes pour réfléchir. Si on t'explique pas concrètement ce qui se passe, enfin je veux dire, WandaVision c'est pareil. WandaVision c'est arrivé et je pense qu'ils ont eu aussi le temps de réagir, non? Ok. Peut-être effectivement des gens qui n'étaient pas prévenus. C'est tout à fait possible. Moi, Bah, tu peux aussi avoir un coup de pression du studio que tu vois pas venir. Enfin, la prod te met un coup de pression, tu gagnes tu gagnes oui, pas beaucoup. il y a toujours le coup de pression. C'est juste que sur la partie, on savait pas ce qui se passait. Il y a eu un coup de pression, ils ont cédé à la pression, et peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de dire non. Ça, c'est pas ce que je remets en question. Le fait de ne pas comprendre qu'on se fait scanner, vu le matériel que c'est à l'heure actuelle, c'est un peu plus bizarre, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie du tout de dire que ils voulaient. Peut-être qu'ils veulent mettre l'emphase sur le fait qu'ils se sont sentis forcés. Cette partie-là, Et je la puis un comprends. autre point qu'on prend pas en considération, mais t'es romain, t'es 100 ans après Jésus-Christ, t'as un mec qui arrive avec une machine pour te scanner. Moi, je suis romain, je suis perdu, quoi. Mm. Visiblement, tu en frises même. Du coup, mon cher Kerr, j'enchaîne avec trois petites news. Comme ça, j'ai fini et après, tu pourras nous abreuver de ta sympathie. Donc, la première, puisque tu parlais de Walking Dead, c'est que pour les fans, il y a un trailer, un nouveau teaser qui est apparu sur le spin-off avec Rick et Michonne. Pour l'instant, on n'a pas d'autre date que 2024 sur les chaînes de AMC, évidemment. Tu te rappelles l'époque où c'était diffusé sur Orange? C'était il y a bien longtemps. Deuxième info, Michael Caine va prendre sa retraite à 90 ans. Du coup, certaines personnes s'inquiètent que Christopher Nolan puisse refaire des films. Donc, c'était évidemment l'acteur fétiche de Nolan et de bien d'autres. En tout cas, c'est un acteur qui quasiment tout le temps était exceptionnel dans ses rôles. Donc, c'est dommage pour tout le monde. Mais à 90 ans, j'ai envie de dire, il a le droit de prendre sa retraite, pauvre petit monsieur. Ça, c'est clair. Et dernière info qui est tombée juste avant qu'on recorde, il y a pour... Ça dépend, il a ses trimestres ou pas? je Michael sais Caine, pas, il a ses trimestres? à 90 ans, je sais pas s'il a cotisé Il a cotisé suffisamment. ou pas, le vieux, là? Non, on ne sait pas. Du coup, oui, c'est pour dire qu'en fait, donc il y a eu un des premiers procès qui est tombé pour les fondateurs et créateurs du site T411, le site de piraterie qui avait été arrêté en 2017. Donc cinéma série qui était sur un site de torrent. Et alors, donc du coup, la peine est tombée. Et alors là, ils vont avoir de la peine, ils vont en avoir, puisque la demande, enfin les dommages et intérêts qui ont été demandés et qui ont été validés sont de 471 millions d'euros. Donc je pense que, enfin, je pense qu'ils vont mettre un paquet de temps à rembourser. Ça, je suppose qu'ils vont faire appel. Je sais même pas s'il y a un intérêt de faire appel à ça ou si c'est pour la forme. Mais voilà, il y a quelques temps, vous vous souvenez, il y avait eu l'Adopi arrive, il va y avoir des procès. Et voilà, le premier vient de tomber. C'est à toi, mon cher Kerr. Bah, j'ai une dernière petite news, mon cher Greg, et qui vient de tomber, donc on la prend un peu à chaud là, comme ça, mais il y a des projets ciné bien avancés qui sont en stand-by, alors outre la grève des acteurs, mais pour d'autres raisons.
toujours lié à la grève des acteurs néanmoins, qui est en fait un espèce de bras de fer entre les acteurs et Disney sur le paiement de ces acteurs. Il y a la première rumeur tourne autour de Deadpool 3 et du fait que Disney refuse de payer donc ce que dit le syndicat équitablement le casting, qui pourrait faire que le film va être repoussé. Et là, l'info qui vient de tomber il y a quelques secondes, c'est que le film The Biker Riders de Jeff Nichols, qui a un casting de Maboule, hein, Austin Butler, donc qui jouait dans Elvis, Jodie Comer, l'héroïne de Killing Eve, Tom Hardy, Michael Shannon, Boyle Holbrook de Narcos. Enfin, il y a vraiment un film sur des bikers qui avait l'air hyper séduisant et qui a déjà eu une bande-annonce. Et ben, il est reporté indéfiniment parce que Disney refuse apparemment de payer équitablement le casting du film. Donc là, on franchit peut-être un cap. Alors, bien évidemment, ça méritera qu'on creuse davantage la question, mais là, comme ça, ça a l'air assez inquiétant tout ça. Et la tournure que prend la grève des acteurs et le bras de fer avec les studios. Voilà, j'en ai fini. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Cœur sur les tipeurs, merci pour votre soutien. Cœur sur tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à balancer un petit commentaire, à nous dire ce que vous avez regardé récemment et au cinéma, en série, ce que vous en avez pensé. Si on n'en a pas parlé notamment sur la chaîne, il y a une vidéo sur Ahsoka, notre bilan de la saison 1. Loki aussi, et puis il y a une vidéo qui s'appelle la fin des grands films point d'interrogation, où on débat avec l'ami Greg sur les propos de Martin Scorsese récemment, donc lors de la promo de Killer of the Flower Moon, Flowers Moon pardon, son nouveau film qui est au cinéma. Martin Scorsese dresse un tableau très sombre de l'avenir d'Hollywood. Et on débat là-dessus, donc n'hésitez pas à sauter sur la vidéo à 2 pieds joints et en le faisant, en appuyant bien évidemment sur lecture. Passez une bonne fin de journée,